Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un tournant du marketing qui est marqué par ce crépuscule de l'hypermarketing. L'hypermarketing, c'est la surconsommation, c'est l'activisme marketing qui fait qu'il faut toujours lancer une nouvelle OP pour avoir de la visibilité, nouvelle promo, nouvelle OP marketing sur le web, etc. Lancer des nouveaux produits sans se soucier trop de est-ce qu'ils vraiment répondent à des attentes ou pas, etc. de la part des consommateurs. Donc c'est le fast fashion, le renouvellement permanent des gammes qui durent 3 semaines dans les boutiques de mode, etc. L'hypersegmentation, des bénéfices finalement complexes qui fait que le consommateur ne s'y retrouve plus très bien, par exemple dans l'univers de la technologie, ou quelque part ce qui fait aussi le succès de l'iPhone, c'est aussi sa simplicité d'usage face à des trucs où vous ne savez pas à quoi servent les boutons, etc. Et aujourd'hui, vous avez sur le marché du parfum 450 nouveaux parfums qui sont lancés chaque année. Donc on est dans une fuite en avant de la part des marques pour créer des innovations. Et il faut le lancer pour exister dans l'esprit du consommateur. Et si vous ne lancez pas, vous sortez donc du champ de perception du consommateur, etc. C'est cette notion de fuite en avant face à laquelle, du coup, les grandes marques qui ont pignon sur rue dans l'univers du parfum, du type Dior, etc., essayent de prendre le contre-pied de ça pour revenir à leur différence de fond, à leur vision initiale. Et chez Dior, ils ont créé une cellule qui est la cellule Monsieur Christian Dior, dont le job est d'étudier la vie de Monsieur Christian Dior pour nourrir de ça les équipes marketing, de ses visions, de son point de vue, etc., pour remettre de l'authenticité, de la légitimité aussi dans les produits. Et quand ils relancent Eau Sauvage, ils mettent la pub d'Alain Delon en 1966, et il se trouve que Eau Sauvage a été lancé justement en 1966 aussi. Donc c'est une façon de se dire, voilà, on n'est pas le dernier devenu, on n'est pas un parfum de plus, le 451e, mais on a une raison d'être, on propose du sens, et c'est effectivement ce sens que veulent les consommateurs aujourd'hui. Un autre exemple pour le marché, je fais une étude en ce moment sur les allégations santé dans le marketing alimentaire. Donc on essaie de comprendre quelle est la perception par les consommateurs de tout ça. Il y en a 6000 qui sont déposés auprès de la CEE. Et finalement, on fait cette étude avec le CNRS pour des marques comme Kellogg's, etc., qui l'ont commandé. C'est une étude en souscription. Et on voit que les consommateurs nous disent dans la viande, il y a des fibres. 57% des gens pensent que dans la viande, il y a des fibres. Parce qu'ils pensent que la bavette, il y a des fibres et tout, donc il doit bien y en avoir dans la viande. Alors quand vous êtes, vous, Kellogg's ou je ne sais pas qui, et que vous dites enrichi en fibres, mais céréales, comment ça va être compris par le consommateur? Qu'est-ce qu'il va décoder? À quel bénéfice est-ce qu'il va associer à cette promesse? Et donc notre idée, voilà, c'est de mettre à plat un peu ça, parce qu'il y a un surenchérissement, donc une inflation de promesses santé, et que finalement le consommateur est complètement paumé par rapport à tout ça, et qu'il ne voit plus très bien la raison d'être de ces différentes promesses. Alors face à ça, on est dans un contexte donc, de rupture avec l'arrogance dont je parlais tout à l'heure, l'arrogance des marques, et on est dans un retour à la proximité. Même Microsoft, qui a été taxé très longuement d'arrogance, etc., quand il lance, il y a quelques mois, Windows 7, dit c'est vous qui l'avez fait. Windows 7, c'est moi. Toute la campagne de pub, c'est Windows 7, c'est moi. Et il y a eu de nombreuses campagnes qui ont joué là-dessus. Le Parisien, qui a une très bonne campagne, qui disait le Parisien, il veut mieux l'avoir en photo, en journal, qui était très drôle. Maintenant, ils reviennent sur il est utile au quotidien. Monoprix, c'est Café pour Monoprix aujourd'hui, pour vous. McDo, c'est venez comme vous êtes. Donc cette notion de qui que vous soyez, de toute façon, on est de votre côté. On n'est pas une marque arrogante, etc., mais on est accueillant, on respecte la différence de chacun, on encourage la liberté d'être tel que l'on est, etc. Et c'était cette étude qu'on a faite qui a généré ça, et qui était où on avait vu que dans toutes les clés d'entrée différentes qu'on a chez McDo, avec toutes les cibles différentes, l'urbain actif qui va se restaurer rapido entre midi et 2, la mère qui va passer 2 heures dans un McDo le week-end, le grand-père qui va amener ses petits-enfants le mercredi pour rester dans le coup, pour montrer qu'il connaît les bons plans, l'ado qui va passer 3 heures l'après-midi dans un McDo parce qu'il y a un trou dans son emploi du temps et que c'est son endroit tribal où il va se retrouver avec tous ses copains, etc.
etc., etc. La famille, évidemment. Donc tout ça, finalement, fait qu'il y a une multiplicité de clés d'entrée dans la marque et que les points communs qu'on trouvait, c'était une jeune fille qui nous disait, une jeune fille de 16 ans, moi, quand je vais chez McDo, c'est pas comme quand j'ai rendez-vous avec mon mec, j'ai pas besoin de me maquiller. Et puis on retrouvait cet insight-là dit différemment par un père de famille de 45 ans, banquier, qui nous disait, moi, quand je vais au McDo, j'hésite pas à mettre un nez rouge pour faire le con avec mes enfants. Et finalement, je me rends compte que ce type avec le nez rouge, c'est peut-être aussi une vraie partie de moi-même qu'avec mon costard-cravate dans ma banque, j'évacue souvent. Et peut-être que cette partie de moi-même, c'est peut-être même le vrai moi-même, plus que celui qui est derrière le masque social du costume-cravate dans sa banque. Et donc cette notion de, on s'est dit, face à ces consumer insights, donc, on peut aller donc, dans cette notion de liberté, de se situer à proximité des gens, de leur proposer donc d'être tels qu'ils sont et devenir tels qu'ils sont. Et c'est un point vraiment important donc, dans l'expérience McDonald's. Cette notion de marque du côté des gens dans la pub, on retrouve ça là, chez EDF, on retrouve ça chez Nespresso pendant une période. Et puis voilà, puis vous savez que le film avec George Clooney et John Malkovich, on a proposé aux gens donc d'imaginer des fins sur Internet et de les proposer. On en a produit quelques-unes. Comptoir des cotonniers, c'est une vraie dame avec ses vraies filles ancrées à Marseille ici. Voilà, donc cette idée de se situer du côté des gens dans la communication. Et pour aller jusqu'au bout là-dessus, Brigitte, ou Brigitte, je ne sais pas comment on dit en allemand, numéro 1, je crois, de la presse féminine allemande, a dit en novembre dernier qu'ils allaient cesser d'utiliser des top modèles dans les pages de leur magazine et qu'ils allaient n'utiliser que des vrais gens, entre guillemets, parce qu'il y en avait marre de générer des désirs qui correspondaient à rien en montrant des top modèles retouchés sur Photoshop. Hein. Photo de Kate Moss, il faut savoir que c'est 15 000 € de retouche, quoi, à peu près, disent les publicitaires. Donc, du coup, après, qu'est-ce que c'est que ça? On crée de la valeur d'envie, on crée du désir avec quelque chose qui n'existe pas. Je pense que c'est la définition même du miroir aux alouettes. Et évidemment, donc, par rapport à ça, il y a aussi ce courant donc, d'essayer de se rapprocher donc, de la réalité des gens tels qu'ils sont, tels qu'ils vivent et de leurs vrais besoins. Le second point, je vais passer vite là-dessus parce que c'est un peu plus théorique. Nous, c'est ce qu'on fait beaucoup chez Brain Value, c'est cette notion de chercher des consumer insights. J'ai envie d'être jeune, j'ai envie d'être en bonne santé, j'ai envie de m'éclater dans la vie. Donc, toutes les grandes tendances socioculturelles, l'hédonisme, la santé, la naturalité, vivre en osmose avec la nature, etc. Et donc, qui constituent des motivations qui vont contribuer à déclencher l'acte d'achat. Les attitudes, les insights qui sont ancrés sur les attitudes. Si je vous demande est-ce que les pompiers sont sympas, à peu près 95% des gens vont me dire ouais, les pompiers sont sympas. C'est pour ça qu'il y a pas mal de pubs avec des pompiers, un petit chien et un bébé, parce que ça crée justement, entre guillemets, je suis un peu caricatural, mais cette notion, donc, c'est des attitudes, c'est ce que des gens ont dans la tête et des insights donc, qui vont surfer là-dessus. Et puis des insights psychologiques qui sont liés à l'identité de la marque. Donc il y a un chapitre dans mon bouquin qui s'appelle Consothérapie et qui essaye d'analyser les leviers psy de la consommation. Consommer, j'achète une Harley Davidson pour m'acheter de la virilité, j'achète du Chanel pour m'acheter de la féminité, alors que je suis combative dans un monde de l'entreprise où je suis cadre supérieur et où il faut que je fasse mes preuves vis-à-vis des hommes. J'achète du L'Oréal parce que je le vaux bien, donc parce que ça va conforter mon identité, consommation identitaire. J'achète du Nike pour me dépasser, là aussi. Donc là aussi, c'est pour exister différemment, pour avoir un peu plus de sens dans ma consommation. Et donc, il y a beaucoup aussi de marques qui se construisent. Évidemment, l'exemple plus tout à fait si récent, mais le plus parlant là-dessus, c'est Dove, hein, avec pour toutes les beautés, etc., cette notion on va vous aider à renforcer votre estime de vous-même. Et puis, avec le développement du marketing 2.0, il y a cette notion d'engager le consommateur, donc réussir à l'engager dans le système de la marque et non plus lui imposer de façon verticale des messages de persuasion. Donc, essayer de l'engager dans le système, de créer du lien, de créer de l'attachement à la marque. Et aujourd'hui, c'est les maîtres mots de la réflexion marketing. Brand engagement, l'attachement, etc., le lien, la relation qu'on a avec la marque, etc. Dialoguer, c'est par exemple ça.
un journaliste pas content du tout parce qu'il s'est acheté son Dell et qui décide de faire un blog, dellsucks.net, et de dire envoyez sur mon blog où moi je vous raconte mon pire cauchemar avec Dell, c'est que j'ai pas pu parler à la hotline et ça a été cauchemardesque pour les avoir, ils m'ont donné des mauvais conseils et puis ils n'ont pas répondu et finalement ça a duré pendant 3 semaines avec mon nouvel ordinateur, je n'arrivais pas à le faire marcher et tout d'un coup le truc fait le tour des États-Unis et tout le monde envoie son pire nightmare avec Dell et le truc prend une ampleur incroyable et donc Dell au début ne répond pas parce que c'est pas encore très important et puis finalement, ils se rendent compte qu'ils sont obligés de prendre une position, de prendre parole. Et donc, ils engagent le dialogue, et c'est là qu'ils ont bien vu le coup. Ils ont créé un blog qui dit c'est votre blog, avec un expert Dell qui répond à vos questions. Vous pouvez nous proposer vos idées. Voilà. Ensuite, vous pourrez voter dessus. C'est ce que fait Starbucks aussi, hein, avec mystarbucksidea.com. Cette idée de chacun peut contribuer en proposant des idées pour améliorer Starbucks. Et ensuite, la communauté va voter sur ces idées. On va implémenter celles qui semblent les plus intéressantes. C'est ce que fait Procter en créant un réseau social qui s'appelle Being Girl. Vous savez, les skyblogs en France sont sur la cible des adolescents de 15 à 18 ans. Donc de la radio Skyrock, c'est l'espace le plus puissant de la conversation, avec des milliers et des milliers et des milliers de blogs autour de plein de choses. Et donc là-dessus, ils font héberger sur les skyblogs un blog ou un réseau social qui s'appelle Portail, qui s'appelle Being Girl, sur l'idée, en matière de protection féminine, déjà, si on réussit à capter la consommatrice à 18 ans, on a des chances qu'elle soit loyale pendant un certain temps. Et donc c'est une période clé pour recruter les consommateurs et c'est une période auquel les jeunes filles se posent plein de questions parce que leur corps change, etc. Et elles n'ont pas forcément envie de les poser à leur maman, ces questions. Elles n'ont pas forcément le courage de les aborder entre copines. Et donc là, on crée un système de questions-réponses avec une experte qui va te répondre à tes questions sur ton corps change, etc. Des blagues, du fun, les éléments sur le changement du corps, discuter avec tes copines et puis discrètement te conseiller sur les produits Tampax, All Days, Always, qui sont donc les 3 marques de Procter. Donc cette dimension aujourd'hui, là aussi, qui est très à la mode, Monoprix fait ça, Freshen Up, Verbaudet a fait aussi un réseau social de ce type-là, etc. Et donc de plus en plus, donc, les marques essayent de dialoguer, et là on est dans cette notion du multi-dialogue avec les consommateurs. Et puis, on va même aller plus loin que le dialoguer, on va les faire contribuer à notre marketing. Donc là, ce film a été fait par des consommateurs. Will I finally get that big promotion? Promotion? Not in your... Voilà, Doritos, c'est un cas très intéressant aux États-Unis parce que ils se disent bon, plutôt que de mettre un film traditionnel, payer notre agence, payer un achat d'espace dingue, on va faire un concours sur Internet avec un petit film qui dit attention concours et c'est à celui qui aura la meilleure idée de scénario pour notre marque. On va produire son film, il aura $1 million de récompense et le film sera diffusé lors de la soirée, donc le grand événement américain, de la soirée du Super Bowl. Et il se trouve que ces 2 chômeurs, 2 frères qui s'appellent donc les frères Herbert, qui vivent au fin fond des États-Unis, qui ont gagné, donc c'est devenu pour eux un espèce de conte de fées, avec donc cette dimension de narrative en plus, que voilà, très dans le rêve américain traditionnel, et qui ont gagné, qui ont vu ce film, donc ils l'ont produit, etc. Et du coup, il y a eu énormément de buzz sur Internet, la presse a repris le truc, donc la société de conversation a pris le relais sur cette campagne-là, et donc ils décident cette année de surenchérir là-dessus et de mettre $5 millions de récompense pour le concours, qui est actuellement, parce que le Super Bowl c'est en février, donc ça doit être dans un mois, donc je pense même que le film doit être en cours de production, et donc quelqu'un a dû gagner $5 millions. Et les retombées médias sont énormes et finalement sont beaucoup plus économiques que de l'achat d'espace traditionnel où vous devez payer $5 millions, je ne sais pas, mais très cher, un film pour aller au Super Bowl.
Et donc là aussi, on a créé le dialogue via la co-création de contenu, qui est une technique qui est de plus en plus utilisée par les marques. Je disais Nespresso tout à l'heure, qui a proposé aux consommateurs d'imaginer la fin du film et qui a produit ensuite plusieurs fins. Et puis nombre de campagnes donc, qui proposent de faire, donc eBay en France, des campagnes qui proposent aussi d'identifier un nouveau produit, donc les consommateurs qui proposent la saveur du nouveau Danette, la recette de la nouvelle soupe de Liebig, etc. Donc c'est des choses, effet de mode ou pas, mais en tout cas qui s'est développé et qui va de plus en plus se développer via les réseaux sociaux. Donc ensuite, on a cette notion de, je reviens là, de proposer du sens. Proposer du sens dans ce contexte d'hypermarketing, c'est revenir à la narration d'origine. Et un gourou du marketing américain, Seth Godin, qui avait publié Permission Marketing, nous disait les gens aiment qu'on leur raconte des histoires, ils n'aiment pas qu'on leur vende des produits, mais ce qu'ils achètent, c'est l'histoire qui va avec. Et c'est vrai que l'histoire là-dessus d'Apple, dont on parlait tout à l'heure, est assez puissante, assez pertinente. Et donc on revient à cette notion de le consommateur, c'est plus une machine, c'est qu'on télécommande, etc. C'est plus un mouton qu'on conditionne, mais c'est quelqu'un qui de plus en plus prend ses distances vis-à-vis de la consommation et veut comprendre pourquoi est-ce qu'il consomme. Donc quel est le sens? Et donc il faut se reconnecter avec l'ADN de la marque, la narration, revisiter la culture de la marque, son patrimoine, son fondateur, son histoire, etc. Proposer des produits aussi qui répondent à des besoins simples, d'essentialité, de simplicité, etc. Pas d'essayer de proposer des produits qui n'existent pas, et donc raconter des histoires. Et donc c'est toute la mode du storytelling. Vous savez, il y a un livre qui est sorti il y a à peu près 3 ans, qui a remis ça complètement à la mode, et on s'est rendu compte qu'en fait tout le monde, des marques comme Vuitton, comme Chanel, avec toute l'histoire de Coco Chanel, faisait déjà du storytelling sans le savoir. Mais aujourd'hui, quand vous allez vous balader aux Galeries Lafayette et que vous voulez vous acheter une crème à 300 € anti-rides, donc le haut de gamme de la crème anti-rides, et que vous allez poser des questions aux vendeuses, elles vont, vu qu'on ne peut pas tellement mesurer les effets de ces différentes crèmes, puisqu'ils sont loin dans le futur, on va vous raconter que oui, Sublimage de Chanel est à base de vanille de Madagascar et que c'est formidable, que la prairie est à base de caviar dont les esturgeons ont été pêchés en mer Caspienne, et donc le produit est en forme de petites boulettes de caviar, etc. aussi, avec cette notion de préciosité, que Dior, chez L'Or de Vie, s'est rendu compte qu'au château d'Yquem, ce fameux grand cru, le vieillissement des crus était très lent, et beaucoup plus lent que celui des autres, parce que dans les serments du château d'Yquem, il y a des molécules particulières, et qu'on a extrait cette molécule pour la mettre dans notre crème, et que du coup, c'est particulièrement efficace. Donc on vous raconte des histoires, et les vendeurs sont très très bien formés pour raconter ces histoires. Et c'est donc le storytelling qui aujourd'hui se développe de plus en plus. Donc Vuitton, le voyage, etc. Puis Vuitton en 2004 qui part dans le porno chic, donc qui se banalise, qui devient une marque comme une autre, avec des codes publicitaires comme les autres, et qui décide de rompre vis-à-vis de ça en revenant à l'essence de la marque l'année dernière avec toute la campagne print de Gorbatchev, de Steffi Graf, de Keith Richards, etc. et ce film.
Voilà, donc on revient à la narration d'origine de la marque, qui est le voyage. La toile monogramme, c'est initialement le sac de voyage qu'on voyait tout à l'heure. Et donc on va reconstruire cette narration-là avec un insight, un consumer insight, donc pour revenir sur cette idée originale qui est de dire, voilà, le voyage, c'est avant tout un moyen de se découvrir soi-même, certes découvrir d'autres choses, mais se découvrir soi-même. Et puis après, on actualise tout ça sur Facebook, et donc il y a cette tension entre l'identité, l'ADN de la marque et la modernité, les nouvelles technologies. Quand Louis Vuitton est la première marque a proposé un défilé là, en octobre-novembre dernier sur Facebook. Donc on propose des nouveaux bénéfices, on offre des nouvelles possibilités grâce à la technologie, et que le commun des mortels peut désormais assister en direct au défilé Louis Vuitton via Facebook, et on récupère quand même le concept de l'âme du voyage ou de The Art of Travel pour bien que ce message-là soit ancré dans la narration donc, de la marque. Autre exemple intéressant, Nike. Nike en 1977 est dans une culture d'entreprise fondée par des runners avides de performance et de compétitivité, et donc une culture d'entreprise du produit. Donc toutes leurs campagnes sont sur de la supériorité produit. Et puis par hasard, un type leur propose ça chez l'agence Wieden Kennedy en 1977, et ils jettent le truc. Et puis ils n'ont pas de campagne à lancer, donc ils vont à la poubelle, ils ressortent l'annonce, ils disent bon, bah, on va mettre ça, et puis on verra bien. Et le lendemain, le standard de Nike est pris d'assaut par les coups de fil. Le standard de Runner's World, le magazine californien donc dans lequel l'annonce a été publiée, est aussi pris d'assaut. On ne comprend pas pourquoi. Et finalement, ils se disent on a touché un truc, là, il y a quelque chose de fort. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit finalement, ce n'est pas les autres qui sont importants, ce n'est pas la compétition, etc. C'est soi-même. Et c'est signé à la fin Beating the competition is relatively easy, but beating yourself is a never-ending commitment. Donc cette idée qu'on a compris en fait chez Nike cette sensation qui anime tout vrai runner, c'est ce qui est dit un peu plus haut dans la body copy, hein, cette espèce d'illumination qu'on a quand on court et ce plaisir énorme et intense, etc., c'est qu'à un moment donné, peu importe les concurrents, etc., l'essentiel c'est soi, c'est un rapport avec soi-même, c'est de lutter contre soi-même, de se dépasser. Et cette campagne va engendrer le Just Do It qui va naître 2-3 ans après. Et aujourd'hui, Just Do It, bon, ça sonne un peu trop 80s, donc ils ne peuvent pas revenir sur Just Do It parce que c'est un peu galvaudé, c'est un peu usé, c'est un peu bling-bling. Et donc, j'étais surpris de voir l'autre jour dans un magasin Nike le retour donc, à la narration d'origine avec des t-shirts proposés donc, qui reprennent cette annonce de pub. Et puis dans les pubs, dans les PLV dans le magasin, cette annonce There is no finish line. Donc là aussi, l'envie pour les marques de revenir à leur narration d'origine et à leurs racines et à leur culture. Et puis donc revaloriser les marques, donc créer de la valeur. Tous les moyens sont bons aujourd'hui par l'innovation, donc de créer de la valeur. Le livre rouge que vous propose Badois avec tous les restaurants sympas que vous pouvez trouver. Donc créer des services, les fiches recettes aujourd'hui que proposent toutes les marques alimentaires pour aller un peu au-delà de leurs produits, essayer de créer de la valeur dans leur offre ou bien sûr par le design, par la convivialité chez l'iPhone. Là aussi, cette notion de communauté, de création de valeur chez Nike+, en s'associant avec Apple pour créer donc, des nouvelles possibilités. Vous avez une puce et vous pouvez mesurer sur votre iPod votre rythme de course, le nombre de calories brûlées, la vitesse moyenne, le nombre de kilomètres parcourus, etc. Donc certaines chaussures Nike sont équipées de ça. Et en plus, vous pouvez adhérer à la communauté Nike+, qui vous permettra donc de télécharger la playlist de votre voisin, d'échanger des bons plans sur les bons itinéraires, ou de télécharger la playlist d'une star, de Thierry Henry ou quelqu'un d'autre. Donc vous avez des nouveaux bénéfices, des nouvelles possibilités qui sont proposées pour créer de la valeur. Et puis, pour terminer sur ces différentes tendances, la notion de la consommation, la société de consommation s'est construite sur la notion de bénéfice individuel. Donc, OK, what does it do for me, ce produit, c'était la phrase qu'on entendait dans les agences de pub, pour dire, voilà, quel est le bénéfice qu'on va apporter aux consommateurs, etc. Et aujourd'hui, avec le développement durable, avec le développement de la responsabilité d'entreprise, on s'oriente aussi vers, en parallèle du bénéfice individuel, un bénéfice collectif. Aujourd'hui, les consommateurs sont encore flous sur le développement durable. Il y a des écolabels partout, on ne sait plus exactement donc, ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas, ce à quoi on peut faire confiance et le reste. Il y a plein de secteurs dans lesquels il n'y a pas tout à fait d'offres. Textile, textile bio, ça reste
très confidentiel encore aujourd'hui, ça se développe. Mais si vous voulez acheter des fleurs qui n'ont pas fait 25 000 km, qui ne viennent pas d'Afrique du Sud et qui sont passées par Amsterdam après, comment vous faites, c'est pas gagné. Si vous voulez des chaussures, développement durable à part, la marque Veja, voilà, mais qui est avant tout choisi pour le côté fashion, parce que ça vaut quand même 130 €, et tout le monde n'a pas envie de s'acheter des baskets à 130 €. Donc à part ça, qu'est-ce qu'il y a? Donc finalement, on a des consommateurs encore effectivement perdus, mais qui veulent, il y a cette tendance de fond, c'est qu'on veut revenir à savoir qui sont les gens qui l'ont fait, quel est le sens, quelle est l'authenticité, etc. Et on ne peut pas se limiter au P du profit, mais il faut aller sur les 3 P, donc du people, profit et planet. Et après toute la période du greenwashing, où les marques ont dit n'importe quoi en utilisant des micro-faits, bon, Total par exemple, qui était très critiqué là-dessus, qui disait voilà, on a des éoliennes, etc., alors que dans leur business model, c'était totalement marginal, et que 99%, c'était sur des schistes bitumineux qui étaient très dégradants pour l'environnement. Et donc, c'est ce qu'on a appelé le greenwashing, hein, qui a été très fortement dénoncé par les associations. Donc là, on est dans la période un peu du post-greenwashing, où on commence à avoir des choses concrètes, le nombre d'emballages de kilomètres alimentaires qu'a fait votre saumon pour arriver dans votre assiette, l'empreinte CO2 du produit qui va être présente sur les packs, changer les process complets, réinitialiser l'entreprise autour du développement durable comme c'est fait. Je vous invite à regarder le cas Marks & Spencer, there is no plan B, ont-ils dit, pour la planète, il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un plan A, et donc le plan A, c'est de se réinitialiser dans cette optique de développement durable. Et puis la responsabilité sociale de l'entreprise qui va un peu dans cette même notion de c'est pas que pour moi, mais c'est aussi pour les autres, ce que je consomme, et ça a un impact sur mes congénères. Et on propose donc de plus en plus des programmes. Alors Nike, là aussi, a proposé un programme qui s'appelle Reuse the Shoe. Si vous faites Reuse the Shoe, vous verrez tout de suite le site là-dessus dédié, ou si vous allez sur mon blog. Et l'idée, c'est de dire, rendez-nous vos anciennes chaussures, on va les recycler, et avec l'argent économisé, on aidera des associations qui favorisent les jeunes à faire du sport, parce que c'est par le sport qu'ils vont s'en sortir, etc. Et donc on va construire des terrains de sport et payer des encadrements en matière de sportifs, etc. Donc du coup, et on fait ça sous contrôle d'une association, Boys and Girls of America, etc. Et de plus en plus, on voit des promotions ou des opérations, bon, Members Project aussi qui est intéressant, où aujourd'hui, là j'étais au festival de la publicité à Crans-Montana, parce que je m'occupe des conférences pour eux depuis 4 ou 5 ans, au mois de décembre, et il y avait clairement la logique de l'activisme marketing, Axe, qui fait Muchas Maracas, complètement débile mais drôle, etc., et qui marche très très bien, et puis Coca en face, qui fait Coop. Là, l'idée, en fait, c'est de monter tout un réseau social où les gens visent à s'entraider les uns les autres. Donc, je dis mon projet. Moi, mon projet, c'est de lancer une entreprise qui va produire des bouteilles d'eau, par exemple, j'en sais rien. Et quelqu'un d'autre du réseau social va m'aider et me donner des conseils, etc. Donc, cette notion-là aussi d'entraide, etc., on voit que c'est quelque chose qui commence à se développer et que ça va générer des nouveaux leviers pour le marketing. Peut-être que ça ne suffit pas aujourd'hui à créer de la préférence, mais néanmoins, ça commence à rentrer en compte dans la prise de décision par le consommateur. Et ça peut être aussi le levier d'une nouvelle valorisation de soi pour le consommateur. Pour moi, la consommation, c'est lié à de la valorisation de soi. Ça a été longtemps la valorisation par le statut. J'ai une plus belle machine à laver que toi, j'ai une plus grosse voiture que toi, etc. Donc, je me construis un statut social par les objets qui m'entourent, je me construis une identité, une self-esteem, pour reprendre par le marketing psy et la marque psy, etc., dont je parlais tout à l'heure, par la consothérapie. Et là, c'est maintenant consommer pour être un type bien aussi. Et donc, je vais aujourd'hui, plein de gens ont les moyens de s'acheter une Porsche Cayenne, mais roulent en vélo, parce qu'ils ont plutôt envie de se donner à eux-mêmes l'image que c'est des types bien pour la planète, bien pour l'environnement, et pas dans le show-off, le statut et le bling-bling. Et c'est quelque chose, donc, là aussi, qui est en train de se passer, qui est intéressant à suivre. Donc, en guise de conclusion, on peut imaginer qu'il y a 2 scénarios. Vous savez, au mois de novembre ou octobre, à Paris, il y a un méga magasin qui a été lancé par la méga brand japonaise d'habillement Uniqlo. Et on s'est rendu compte qu'immédiatement, il y a eu des queues incroyables parce qu'ils proposaient du cachemire à 40 €, des jeans à 9 € qui étaient de bonne qualité.
Et donc, il y a eu des queues devant ce magasin et on s'est dit au plus fort, entre guillemets, de la crise et de l'impact sur le pouvoir d'achat, le désir est toujours là. C'est ce que dit Jean-Paul Agonde, le président de L'Oréal, quand il veut rassurer ses actionnaires aussi. Le désir est toujours là, etc. Et donc, d'un côté, on a un scénario qui est de se dire, quand le pouvoir d'achat sera de retour, ben, les gens auront de nouveau envie de consommer et de nouveau, ils vont se précipiter sur la consommation, etc. Mais il y a aussi ceux qui disent, et là, tous les prophètes de la consommation nous disent, on est dans une on est dans une période charnière où on est en train d'inventer une nouvelle société de consommation, ça qui est passionnant d'ailleurs à observer, à analyser, où on s'oriente vers ces valeurs de simplicité, de fait maison, d'authenticité, etc. Avant-hier, j'étais chez Unilever, donc il y a la marque Knorr. Le marché de la soupe en briques s'est effondré parce que les gens sont remis à faire des soupes chez eux. Les gens ont envie de cette simplicité, de cet humain, de savoir qui l'a fait, pourquoi on l'a fait, etc. Le marché de l'eau aussi s'effondre parce qu'on peut prendre l'eau du robinet et finalement à quoi ça sert, etc. Donc il y a cette dimension d'envie d'essentialité, mais il y a aussi finalement, ça fait 50 ans que je surconsomme, toujours plus d'innovation, toujours cette fuite en avant. Et est-ce que je suis plus heureux que mes parents l'étaient? Finalement, peut-être pas. Donc finalement, je ne traduis pas en termes de bonheur cette surconsommation, cette fuite en avant de la consommation. Par ailleurs, j'ai envie de reprendre le contrôle. J'en ai marre d'être manipulé. J'ai envie de reprendre le contrôle sur ma consommation. C'est moi qui décide et ce n'est pas des besoins qui me sont injectés par les marques et le marketing, etc. Et puis le dernier argument, c'est de se dire ce dont on a appris à se passer, par exemple, la soupe en briques, momentanément, parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer pendant une période, on réduisait le pouvoir d'achat. Finalement, on redécouvre que c'est très très bien de se faire ses soupes soi-même à la maison et que finalement, on va s'en passer durablement et qu'on va prendre nos distances vis-à-vis des marques par rapport à ça. Voilà, c'est les deux scénarios un petit peu extrêmes. Moi, par rapport à ça, mon point de vue et mon opinion, c'est que, comme souvent, la vérité, c'est in between, hein, c'est entre les deux, c'est un juste milieu, et qu'on est certes dans une mutation de la société de consommation et donc du marketing, pour toutes les raisons que j'ai vues là, mais néanmoins, le désir de consommer, l'envie d'accéder aux marques, etc., est toujours là, mais on va évoluer vers une consommation que j'appelle plus raisonnée, non pas raisonnable, mais raisonnée, où on saura s'auto-limiter, il faudra expliquer pourquoi est-ce qu'on consomme, quels bénéfices ça génère, etc. Et on intégrera donc cette notion de bénéfice collectif, la responsabilité des marques sur la société, la responsabilité sur la planète, avec une exigence de cohérence vis-à-vis des marques qui ne soit pas d'un côté dans un discours de séduction et de l'autre côté dans un discours donc, qui soit faussement, enfin qui ne respecte pas donc, les arguments mis en avant par les marques sur le plan du développement durable, etc. Donc, qui ne soit pas cohérent. Donc, la cohérence sera aussi un des maîtres mots du marketing. Donc, voilà, écoutez, j'en ai terminé pour ce speech. Merci beaucoup pour votre attention.